Pour ce qui est de légitimer la vision de dessins animés ou de films, sous prétexte que c'est un moindre mal, on peut constater un certain nombre de choses, où on peut envisager ce sujet sous plusieurs angles. Notamment qu'il y a bien sûr, depuis une vingtaine d'années, une évolution au sein des orthodoxes traditionnalistes vis-à-vis de ces outils. C'est-à-dire qu'à l'époque, les salafis étaient très iconoclastes. Au fil du temps, ils sont devenus beaucoup plus complaisants. Donc à l'époque, on mettait cela sur le compte des frères musulmans. Maintenant, on est beaucoup plus complaisant avec ces outils. Si tant est que dans les échanges, il est possible d'entendre deux frères barbus qui racontent leur expérience cinématographique récente en disant j'ai visionné tel film, il est très instructif, il nous apprend beaucoup de choses sur la société et ainsi de suite. Ou en tout cas sur un événement historique, sur un événement culturel, ou sur un fait de société ou autre. Donc voilà où en est l'évolution. Après, j'entends le discours disant que c'est un moindre mal. Face au tsunami de la mondialisation, eh bien, c'est un moindre mal d'éventuellement visionner ce qu'on appelle des films islamiques ou des dessins animés islamiques. J'entends tout à fait ce discours et on peut éventuellement, relativement, le cautionner. Après, personnellement, donc ça n'engage que moi, j'ai une vision extrêmement négative sur le cinéma et bien sûr sur les dessins animés. Il faut savoir déjà qu'historiquement, on ne s'en rend pas compte à notre époque, nous sommes dans une époque où nous sommes dans une ère où on va dire le tertiaire, le quaternaire ont pris une grande importance et où les loisirs prédominent et où les loisirs occupent une grande part de l'activité humaine, mais on ne se rend pas compte à notre époque que ce n'a pas toujours été le cas et que par le passé, la relation avec les éléments autour de soi a été complètement différente, notamment la relation visuelle, la relation auditive, eh bien, elle était complètement différente que ce que nous vivons actuellement. À la limite, nous vivons aujourd'hui une évolution qui pervertit nos sens. C'est-à-dire que par le passé, il y avait une adéquation, il y avait une osmose entre la spiritualité et les sens. Et l'utilisation des sens a été beaucoup plus saine, quand bien même ils étaient utilisés à mauvais escient. Et l'utilisation des sens était beaucoup plus saine par le passé qu'aujourd'hui. Et elle avait beaucoup plus de sens, puisqu'elle était moins superficielle que ne l'est aujourd'hui. En sachant que certains codes du passé sont toujours, même de façon atténuée, ils sont toujours aussi efficients aujourd'hui que par le passé. À titre d'exemple, si quelqu'un il passe du hashish à la cocaïne, il va bien sûr, il va énormément consommer de cocaïne, il va devenir accro à la cocaïne, mais lorsqu'il fera de nouvelles expériences de hashish, eh bien, si de son point de vue ce hashish ne fera plus d'effet, il n'en demeure pas moins qu'elle aura un impact négatif sur sa santé, alors qu'il ne s'en rendra même pas compte. C'est-à-dire qu'il éprouvera ce besoin de retourner à la cocaïne, étant déçu du hashish. Et bien c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si le monde audiovisuel il a envahi notre univers et que des choses elles sont devenues insignifiantes du fait de cette vulgarisation, eh bien notre cœur, notre subconscient et notre psychisme, il n'en pense pas la même chose que nous. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la chose sous le même angle. C'est-à-dire que lui, notre subconscient, il ressent ces choses de façon extrêmement prononcée et palpable. Et à terme, ça crée des influences sur le long terme profondes, à même de modifier le comportement humain et son mode de pensée. Il faut savoir que ce que nous appelons aujourd'hui l'art, il eut dans des époques antérieures, dans l'Antiquité, eh bien, certaines des activités artistiques avaient des fonctions religieuses
spirituel, voire occultiste et ésotérique. Donc c'est le cas pour la sculpture, bon là ça saute aux yeux, c'est le cas pour le dessin, c'est le cas pour la musique, et c'est le cas aussi pour les pièces de théâtre, qui était une façon chez les Grecs de se rapprocher de leur divinité. On allait jusqu'à mimer, comme d'ailleurs on le fait toujours dans les confréries maçonnes, francs-maçonnes, jusqu'à mimer des sacrifices humains. En sachant que ces mêmes sacrifices humains, ils étaient en vigueur dans la réalité aussi. Donc par rapport à cela, les artistes modernes, ou en tout cas une partie d'entre eux, ils ont entièrement conscience de cette relation mystique, occulte, voire diabolique, entre l'art et certaines pratiques occultes. À titre d'exemple, Beethoven, ça paraît anodin, mais lorsqu'il fait la flûte enchantée, eh bien, il dévoile un secret ou un mystère qui aurait dû rester caché. Et certains disent qu'il l'aurait payé de sa vie et qu'il serait mort empoisonné. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et le cinéma étant une extension du théâtre, eh bien, ces dimensions religieuses, occultes, donc nous sommes allés à un matérialisme paradoxalement retourné au paganisme antique. C'est une nouvelle forme de paganisme avec toutes ces démonstrations et toutes ces formes qui envahissent notre quotidien. Eh bien, le cinéma est l'une de ces manifestations du retour du paganisme. Et d'ailleurs, certains artistes du monde cinématographique le revendiquent haut et fort. Et c'est la raison pour laquelle, même si on peut beaucoup juger cela comme du complotisme, il y a énormément de messages subliminaux dans le cinéma, pour multiples raisons. Mais l'une des raisons, c'est que le cinéma, autant que la musique, autant que le sermon, autant que la peinture, autant que la danse, sont non seulement des modes d'expression, mais sont aussi des modes de propagande. Et d'ailleurs, le cinéma est un mode de propagande encore plus éloquent que les anciens modes de propagande qui se contentaient, pour certains, de solliciter un sens, alors que le cinéma il sollicite, avec ses trois dimensions, plusieurs sens chez l'être humain. Le cinéma, sous ces deux formes, c'est-à-dire les films réels et les dessins animés, de messages subliminaux, il pullule de symboles ésotériques qui, d'une manière ou d'une autre, impactent sur le subconscient de l'individu. J'ai appris récemment qu'un film aussi anodin que Le Bon, la Brute et le Truand, donc de Sergio Leone, qui était probablement, il faut le vérifier bien sûr, qui était probablement un franc-maçon. En tout cas, son œuvre parle pour lui, parce que c'est une œuvre, ce qu'on appelle une œuvre atemporelle. Ce film, bien qu'il se déroule dans les années 60, il renferme une ribambelle de symboles ésotériques, ne serait-ce que le symbole classique du chien noir qui se trimballe dans un cimetière. Il y a même des scènes qui étaient coupées à l'époque et ont été remises dans la version remasterisée, dans lesquelles il y a une allusion quasi explicite au 3-6. Après, on pourrait dire que c'est cette dimension artistique qui fait allusion à la Bible ou autre. C'est possible. Mais en tout cas, cette allusion biblique mélangée à des symboles ésotériques, c'est le lot du cinéma. Et bien sûr, le cinéma actuel, il a amplifié la chose de façon exponentielle. Donc ça, c'est un argument qui relativise l'idée que le cinéma et le dessin animé entre guillemets islamique est un moindre mal face à l'invasion culturelle qui vient de l'Occident, et même au sein de l'Occident, face au tsunami de la mondialisation. Un autre élément qui relativise aussi ce relativisme, c'est que si on accepte l'idée que le cinéma et les dessins animés
représente un moindre mal pour les musulmans. Outre le fait que c'est un tabdil de la religion, c'est un pur tabdil de la religion. Exactement comme dans le passé, Ibn Taymiyyah développe cette chose avec brio. Il avait parlé du calendrier astronomique. Il disait que le calendrier astronomique, déjà avec ces changements du système lunaire au système solaire, et aussi le calendrier qui détermine le début des mois par le calcul, il dit Ibn Taymiyyah qu'aussi perfectionné sur ces calculs, et à la limite qu'aussi grand soit le service que ces calculs rendent à la communauté, et aussi grand soit le besoin d'avoir recours à ces calculs, eh bien, ils incarnent le tabdil de la religion qui a fourvoyé les communautés avant nous, que sont les juifs et les chrétiens. Donc, la parenthèse fermée, si on accepte l'idée que le cinéma, le dessin animé représente un moindre mal pour les musulmans face à l'invasion idéologique de l'Occident, eh bien, cela va pousser, en sachant que ce mécanisme a déjà commencé, ça va pousser une frange de musulmans au nom de la réforme des musulmans, donc ce qui en soi constitue un acte de foi, eh bien, cela va consister à se perfectionner, développer, étudier les méthodes cinématographiques, en commençant par la réalisation, en passant aussi par tout le domaine technique et bien sûr le jeu d'acteurs. On va revenir sur ce dernier point. Et pour ce qui est des dessins animés, en se perfectionnant dans le dessin. Ce qui en soi est un inconvénient énorme. Alors, outre le fait qu'il va falloir s'adapter, et donc pour s'adapter, se mettre à la page des dernières techniques, ce qui va forcer, comme un mauvais virus, à se perfectionner, donc à perfectionner les outils du mal, eh bien, on sera obligé non seulement à s'adapter sur la forme, en améliorant les outils, mais il va falloir aussi s'adapter sur le fond. C'est-à-dire que le cinéma occidental, il est de plus en plus perverse, et que ce qui est considéré la norme à un moment T, eh bien 20 ans auparavant, c'était considéré comme une énormité ou une chose immorale, mais avec le temps, elle rentre dans les mœurs. Et c'est d'ailleurs toute, Satan, il a un souffle, il est endurant, c'est-à-dire que c'est toute la face cachée du cinéma, comme on a dit au début, c'est que le cinéma, il a des buts propagandistes, et on le voit, c'est que ce qui paraît indécent à une époque, eh bien 20 ans plus tard, ça rentre dans les mœurs. On va donner un exemple tout simple, c'est avec, j'ai oublié son nom, mais il me semble que c'est Howard Hughes. C'est un réalisateur, c'était un surdoué, un peu un génie fou, qui a fait des films d'anthologie, entre guillemets, hein, qui ont en tout cas marqué l'histoire du cinéma. Et notamment, il a fait un film dans lequel, j'ai oublié son nom, hein, tout ça il faudra vérifier. L'actrice principale, je me demande si c'est pas Rita Garbo, eh bien, elle avait pour l'époque un décolleté un peu trop ouvert, et il s'était attiré les foudres de la censure, et ça c'était avant la guerre 39-45, donc dans les années 40, dans les années 30, années 40. Et il s'avère qu'après coup, eh bien, il est considéré comme un génie, un avant-gardiste qui a vu dans cette perversion des mœurs une forme d'art qui est érigée à l'heure actuelle en forme d'art, en sachant qu'il a ouvert les portes, même si le phénomène a commencé avant, qu'il a ouvert les portes à toutes les perversions que connaissent aujourd'hui le cinéma et qui bien sûr sont inimaginables. Et donc pour revenir au métier d'acteur, il faut savoir qu'il y a plusieurs hadiths qui décrivent les pires des hommes. Les pires des hommes le jour de la résurrection seront ceux qui ont telles caractéristiques. Eh bien, il faut savoir que les pires des hommes, les plus vils des hommes, sont les acteurs. Pourquoi ? Parce que pour faire acteur, l'une des premières caractéristiques de l'acteur,
c'est de prendre sa pudeur et de la mettre dans le placard. C'est-à-dire que le plus grand parasite chez l'acteur, c'est la honte et la pudeur. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, en Occident, on maîtrise mieux le cinéma que par exemple que dans les pays arabes. À mettre les pays arabes, le jeu d'acteur est quasi ridicule. C'est parce que la pudeur est encore très prononcée dans les pays arabes, ce qui n'est plus le cas en Occident. Mais en l'occurrence, un acteur, c'est une personne qui maîtrise ses émotions et qui sait faire abstraction de sa pudeur, qui est de son point de vue un frein, et de ses hontes. Ça, c'est un premier inconvénient dans le jeu d'acteur. Un second inconvénient, et il est beaucoup moins subtil à remarquer, c'est que le jeu d'acteur, il influe sur la psychologie de l'individu. C'est-à-dire que nous avons des organes prévus pour telle fonction, un organe prévu, ou même parfois même des sécrétions de liquide, bien sûr, ce n'est pas tout mon domaine, mais je suppose, qui sont prévus pour telle réaction, pour telle émotion, comme les larmes, comme les rires, les peurs, l'angoisse. Eh bien, le cœur va sécréter tel liquide ou telle énergie, ou il aura telle réaction à telle émotion et tel sentiment. Et le corps ne s'amuse pas. Il le fait de façon réelle. Eh bien, le cinéma consiste à mimer des émotions et donc à ressentir de façon artificielle ce qui était prévu pour des situations réelles. Et cela a un impact profond dans la psychologie de l'individu. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle beaucoup d'acteurs sombrent dans la déprime, voire dans le suicide et dans les drogues dures et l'alcool. L'une des raisons, même si ce n'est pas la seule, c'est que le jeu d'acteur, il a des conséquences profondes sur le subconscient de l'individu et cela jouera sur ses réactions émotionnelles avec les autres, avec lui-même, et ça aura un impact considérable sur sa vie privée et même sur sa vision du monde et même sur sa connexion avec la réalité. Et en sachant que les acteurs, ce sont les rois des menteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus menteur qu'un acteur. Mais c'est marrant quand un acteur, on sollicite un acteur, par exemple dans telle manifestation, on va dire un acteur, oui, il y a des anciens d'Irak qui voudraient que tu les encourages, faire un petit sermon de 10 minutes. Cet acteur, il va venir, il va jouer l'homme qui est ému de cette rencontre, et en face, son auditeur sera subjugué par sa performance, alors que lui, il joue, et qu'à la fin, il va prendre son cachet. C'est exactement la même chose pour la remise des Oscars. C'est qu'un acteur, il peut éventuellement jouer celui qui est ému, qui est pris sous les émotions, pour faire le buzz, éventuellement se forcer à pleurer ou autre, puisqu'il est habitué à ce genre de choses. Même s'il est possible qu'il pleure, mais c'est une chose dont il est complètement habitué. C'est quelqu'un qui a complètement annihilé ses sentiments. Et à titre d'exemple, par exemple, si un acteur joue le rôle d'amoureux dans un film, eh bien, sa relation amoureuse dans le monde réel, elle en sera énormément perturbée. Bien sûr, c'est un phénomène inconscient, il ne s'en rend pas compte. Et ça va lui jouer énormément de tours, parce qu'il fait des choses qui sont contre nature, en sachant que l'un des plus gros péchés est le mensonge. Et il y a même des catégories de mensonges qui sont formellement interdits, c'est-à-dire qui ont des conséquences juridiques, comme le mariage, comme la prononciation du divorce, et comme l'affranchissement des esclaves. Elles ont des effets juridiques immédiats, et pourtant, on aurait le droit de jouer ces choses-là dans un film. Ça, c'est un autre inconvénient. Un troisième inconvénient serait que, donc, on va apprendre à faire acteur pour, selon le propos de certains, je l'ai entendu de mes propres oreilles, on me dit que oui, il faut que les musulmans, ils arrêtent d'être arriérés et qu'ils se mettent à la page pour récupérer le retard perdu ou autre. Je lui dis Taïeb, ok, je lui dis donc, pour récupérer la Palestine, il faut que je fasse des cours d'acteur studio. Et c'est ça en gros, j'extrapole un peu, mais c'est ça en gros son discours. C'est que si on veut récupérer le retard sur les non-musulmans, eh ben, il faut qu'on fasse des cours d'acteurs. Et quand demain on n'aura plus de pudeur comme les non-musulmans, quand on les aura rejoints dans ce domaine, et qu'on mettra sur le compte de la foi le fait de jouer des grands personnages de l'islam, eh bien là on aura encore plus perdu, on sera encore plus éloigné de notre religion. C'est exactement ce qui s'est passé avec les belles voix. On a introduit les belles voix dans la religion,
anciennement bien sûr avec les chants soufis. Ça a mélangé et transformé avec les chants chrétiens, ça a donné le gospel noir et la nashid chez les musulmans. Eh bien, c'est devenu dans ces communautés folkloriques un acte de foi que d'avoir une belle voix, que éventuellement d'avoir un beau visage, donc que de mettre ses talents au service des musulmans, c'est un acte de foi. C'est-à-dire que demain, un bon dessinateur aura le même niveau qu'un savant, c'est-à-dire qu'il apporte un plus aux musulmans, permet où il contribue à l'épanouissement des musulmans, de même manière qu'un acteur contribue à l'épanouissement des musulmans, un réalisateur contribue à l'épanouissement des musulmans, en sachant qu'à la base, ce sont des métiers qui ont été copiés par imitation sur les non-musulmans. C'est exactement ce qui s'était passé à l'époque du déclin, quand on a commencé à imiter les chrétiens sur leurs caractéristiques. Ça s'est transformé en une admiration, et ce qui a provoqué la chute. Bon là, le contexte est différent, puisqu'on est en plein dans la chute. On peut pas tomber, on va dire, on peut pas tomber plus bas, mais si on peut tomber plus bas, mais le contexte est différent. Malgré tout, c'est une étape supplémentaire dans la chute. Donc ce qui fait que les ténèbres elles sont plus épaisses les unes que les autres, c'est qu'on va se complaire de situations complètement viciées et on va mettre au nom de la foi des choses qui n'ont aucun lien avec la foi et on va dire oui j'ai vu le dernier film où tel compagnon est joué, je n'ose pas dire de nom, et j'ai trouvé que c'est un film très émouvant, la mise en scène elle est superbe, la musique est splendide, et le jeu d'acteur il est extraordinaire, alors que l'acteur dedans il a mis éventuellement une fausse barbe, et que dans la vie il n'a aucun lien avec la religiosité, simplement c'est son métier, il va toucher un cachet sur la chose, et on va mettre ça au nom de la religion, de la religiosité, et ça c'est exactement le Tabdil ad-Din. Là on rentre exactement dans les éléments et les facteurs qui ont contribué à la perte des générations ou des peuples ou des civilisations précédentes, et qui contribuent à notre propre perte. Donc je dis tout cela en sachant que moi-même, par le passé, j'étais un cinéphile invétéré. J'avais une capacité d'analyse cinématographique qui était quasi hors du commun. Bon, on va pas refaire le passé. On s'est spécialisé dans le web belgien. Dans une autre vie, on aurait été peut-être critique de cinéma. Et en tout cas, là où je veux en venir, c'est que bien sûr qu'il y a des avantages, il y a des intérêts dans le cinéma. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut utiliser notre expérience personnelle, on peut l'utiliser à bon escient. Bien sûr qu'il y a de grands avantages dans le cinéma. Bien sûr que dans un monde pervers, à situation perverse, remède pervers, entièrement d'accord que ça pose des choses. D'un point de vue purement kaoni, c'est-à-dire d'un point de vue purement universel, bien sûr qu'il y a un grand bien dans le cinéma. Mais tout le danger serait le justifier shara'iyan. Il y a là des dangers. C'est que sous prétexte que le cinéma serait un moindre mal, de le justifier shara'iyan, et là, on ouvrirait la porte à tous les débordements. Parce que là, on n'est que dans l'étape du début. C'est-à-dire que là, maintenant, qu'en Occident, on est passé de la censure d'un décolleté à des images claires d'homosexualité, eh bien, nous, ceux qu'on est en retard, encore une fois, mais le retard, on risque de récupérer bientôt. Le diable, il prend tout son temps, et comme on dit, le diable, il évolue par étapes. Et là, avec l'époque qui va extrêmement vite, où tout va à 100 à l'heure, eh bien, les changements d'étapes, ils vont très vite. Hein. Et parfois, on passe de 3 étapes en une seule fois. Hein. Ça va extrêmement vite. Hein. On se retrouve après à se poser des questions sur des nouvelles situations qu'on rencontre, alors qu'il y a 10 ans, on trouvait ça impensable. Et ça va extrêmement vite. Il faudra que ce genre de choses vont extrêmement vite. Et à partir du moment qu'on dira que c'est dans l'intérêt de la religion, et bien là, l'accélérateur, il va faire de gros efforts. Donc pour finir, et pour illustrer mon propos, on va donner l'exemple, là j'en ai fait un article, sur l'évolution de la place de la femme dans le cinéma. Avant les années 70, la femme dans le cinéma, elle avait un rôle purement esthétique. Donc on le voit dans les films américains, hein, c'est le modèle, le film américain c'est le modèle. Donc elle avait un rôle purement esthétique, ou en tout cas elle avait un rôle de retrait. Mais c'est vrai qu'on sentait quand même cette émancipation. C'est-à-dire que même dans King Kong, il y a l'émancipation de la femme.
Si on analyse King Kong, là on a les premiers, tel on parle d'analyse de film, on a les premiers symptômes, on va appeler ça symptômes, de l'émancipation de la femme. King Kong, c'est un film révolutionnaire sur l'émancipation de la femme. Mais après, les choses, elles sont allées crescendo. Et même au début des années 70, il y avait encore, on va dire, une certaine forme de pudeur, même si ça a été très très vite. Hein. La décadence elle est passée très très vite. Après l'assassinat de Kennedy, après Vatican II, après mai 68 et Woodstock, les choses se sont allées extrêmement vite. Mais malgré tout, il y avait encore le rôle de cette femme passive, qui représente encore le côté esthétique des relations entre l'homme et la femme, qui agrémentait la vie de l'homme. On voit deux grands exemples, on va prendre deux grands exemples opposés. On va prendre le bourrin Jean-Paul Belmondo dans Le Casse, qui distribue des gifles dans un appartement où la lumière elle s'allume et s'éteint en fonction des claquements de main. Il distribue des claques à une femme. Donc aujourd'hui, ça serait complètement considéré comme machiste. Et l'autre exemple qui est beaucoup plus clean, beaucoup plus classe, c'est quasiment la même période. Donc Le Casse, film d'Henri Verneuil, sorti en 72. Après il y a un film de Sam Peckinpah, Guet-apens, Steve McQueen, dans un élan machiste, il distribue une gifle à, j'ai oublié son nom, c'est Ali McGraw. Et elle, bien sûr, elle reste passive. Mais là, c'est le crépuscule, c'est fini. Cette époque du machisme, elle s'arrête là, 75-76. Après, on rentre dans Alien, avec la femme fonctionnelle. Ce n'est plus la femme esthétique. C'est la femme fonctionnelle qui défie les hommes dans le monde du travail. C'est ça, Alien. Je ne parle même pas de Kramer contre Kramer. Après, ça va vite. On a encore cette femme passive avec Terminator. Mais ensuite, la femme, elle prend carrément les fonctions de l'homme. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est un Avatar de 68, Luc Besson, qui a ouvert la danse avec Nikita, où que la femme, elle a un rôle de tueur à gages. Il y a 20 ans auparavant, avec la veuve noire dans Jeanne Moreau, d'ailleurs Jeanne Moreau, elle joue dans Nikita, donc c'est un petit clin d'œil. 20 ans avant, eh bien, Jeanne Moreau, elle devait user de ses charmes de femme pour attirer ses victimes dans son guet-apens. Avec Nikita, c'est la fonction virile de l'homme qui est purement en action. Après, bien sûr, ça va très très vite. Il y a la nouvelle, à chaque fois une nouvelle version féminine. Bon, bien sûr, dans les années 80, dans les feuilletons, il y a eu Super Jimmy. Après, il y a eu la version, j'ai oublié l'autre feuilleton, hein, qui est la Superman féminin, j'ai oublié dans les 60, 70, 80, pardon. Après, dans les fins des années 90, on sent que j'avais décroché, mais avec un peu de lecture, on se retrouve. Il y a la version féminine de Indiana Jones. Après, il y a une insulte quasiment à la mémoire de Bruce Lee. C'est que la femme, là, ce n'est plus une tueuse à gages, c'est qu'elle utilise des instruments qui sont purement masculins, même si, bien sûr, les Japonais l'avaient fait auparavant, que sont le samouraï. Et aussi la combinaison de Bruce Lee, qui est une insulte à la virilité de Bruce Lee, même s'il n'était pas si viril que ça, finalement, il avait un côté féminin. Eh bien, le nouveau Bruce Lee est une femme. Et après, ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que tous les héros, les nouveaux héros actuellement, ils prennent toutes des fonctions anciennes chez les hommes. Il manquerait plus que, et ça ne m'étonnerait pas qu'on verra ça bientôt, il manquerait plus que bientôt on ait une femme tueur en série. Parce que c'est trop machiste d'à chaque fois de nous montrer ces hommes tueurs en série. Ça, c'était l'époque de la femme passive. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est que la femme vengeuse. Et bien, ce qu'il faut aussi, c'est maintenant la femme tueuse en série. Alors, on ne parle même pas des femmes flics, des inspecteurs, des femmes à la guerre. Et d'ailleurs, l'une qui a été mise en scène par un grand propagandiste en la personne du Ridley Scott. Tout ça pour dire que cette évolution, elle est extrêmement néfaste et que malheureusement, la plupart des gens n'aperçoivent pas. C'est qu'actuellement, on s'insurge contre l'homophobie. On trouve que c'est complètement outrancier d'être homophobe. Ça, c'est le résultat de cette évolution. Et on s'insurge qu'il y a encore ce masochisme envers les équipes de foot, alors que c'est un phénomène complètement nouveau, le football féminin, mais il s'est tellement incrusté avec une rapidité fulgurante dans les mœurs qu'on a trouvé insultant
quel n'est pas le premier rôle à Clairefontaine et qu'elles avaient le droit de rivaliser avec les hommes et que les hommes qui n'étaient pas contents, c'est parce qu'ils étaient des vulgaires machistes. Mais voilà où ça nous entraîne le cinéma. C'est-à-dire que quand demain on va justifier le cinéma islamique, il va falloir supporter cet héritage et en assumer les conséquences.